permettez-moi d'abord une remarque. J'observe que nous sommes 3 à avoir servi ou à servir encore dans les Yvelines. Est-ce que les Yvelines seraient un département très marqué par la violence ? Contrairement aux apparences, il y a une hétérogénéité assez forte quand même dans ce département. Et je me souviens du père Petitclerc qui, il y a une dizaine d'années, était venu me voir pour évoquer les difficultés de relation entre les policiers et les jeunes des cités. C'était à Chanteloup-les-Vignes, je crois, où vous aviez quelques difficultés. Alors ce soir, je voudrais réfléchir avec vous à la question de l'état de droit face à la violence. D'abord, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par état de droit. Il s'agit d'un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. C'est également un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Cet ordonnancement juridique s'impose à l'ensemble des personnes juridiques. C'est ainsi que l'État, pas plus qu'un particulier, ne peut méconnaître le principe de l'égalité. Par ailleurs, un tel système suppose que les sujets de droit sont égaux devant les normes juridiques et suppose également l'existence de juridictions indépendantes. Quant à la violence, vous savez que le mot vient du latin vis, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. La violence, c'est l'utilisation de la force physique ou psychologique pour contraindre, pour dominer, pour causer des dommages allant jusqu'à la mort. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance. Cette violence peut aller d'une intensité forte et collective à des atteintes de moindre intensité et individuelles. Enfin, on parle parfois de violence d'État. Les États pratiquent en effet ou revendiquent un monopole de la violence légitime pour exécuter les décisions de justice, pour assurer l'ordre public ou pour les cas de guerre. Alors à partir de ces deux définitions de l'état de droit et de la violence, je voudrais vous montrer que c'est grâce à un équilibre entre un état de droit toujours entretenu et une violence inhérente à l'homme, toujours mieux maîtrisée, que la société peut se développer dans la paix et dans l'harmonie. Parce qu'il s'il n'y a pas d'état de droit ou qu'il n'est pas respecté, on assiste aux dérives les plus graves. Parce que si l'état de droit est respecté, les revendications ou les ressentiments personnels ou collectifs peuvent s'exprimer dans un cadre défini dans lequel la force demeure une vertu cardinale et ne dérive pas vers la violence. Parce que l'État également, l'état de droit, doit être entretenu grâce à l'amélioration continue des règles de droit, des techniques de maintien de l'ordre ou des savoir-faire dans les relations avec les auteurs des violences. Et dans le même temps, la violence doit être maîtrisée par différentes actions auprès des personnes, notamment par l'action de la famille, celle de l'école, ou pour transmettre les règles d'un savoir-vivre ensemble. Elle doit également être maîtrisée par différents moyens lorsqu'elle se développe entre collectivités ou entre pays. Alors tout d'abord, je parlais de situations dans lesquelles il n'y a pas d'état de droit ou dans lesquelles l'état de droit est bafoué. Cela existe-t-il vraiment et quelles en sont les conséquences ? À cet égard, je voudrais citer l'expérience que j'ai vécue comme ambassadeur en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, il y a quelques années. Voilà un pays qui a acquis son indépendance en 1960. Voilà un pays qui a tout pour que ses habitants vivent dans la prospérité, population ouverte et accueillante, terres vastes et fertiles, climat favorable, ressources minières inépuisables. Pourtant, ce pays vit dans un climat de violence endémique. Sait-on qu'il y a eu près de 5 millions de morts dans toute cette zone à cause du déchaînement de la violence entre 1997, date de la chute de Mobutu, et 2006, date des premières élections libres depuis l'indépendance. C'est-à-dire 5 millions de morts
directement ou indirectement, en 10 ans. Alors pourquoi une telle violence ? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit dans ce pays. Il y a bien une constitution, des lois et des règlements, mais ils ne sont pas respectés. Le pouvoir exécutif est le premier à ne pas respecter les règles. Le pouvoir législatif est sous l'influence de l'exécutif. La justice n'est pas indépendante et elle est fortement corrompue, comme toutes les autres institutions d'ailleurs. Lorsque je rencontrais le chef de l'État, je n'avais de cesse que de l'inciter à rétablir, pour ne pas dire à établir, le socle d'un État de droit en confortant la justice, l'armée, la police. Je proposais le soutien de la France et de l'Union européenne pour la formation de ces grands corps de l'État. Je recevais invariablement une réponse polie pour m'assurer que tout cela était en cours. Cette situation, illustrée par mon témoignage, n'est malheureusement pas unique. Et elle se retrouve dans de nombreux pays, à des degrés divers, bien entendu. Chaque fois, on retrouve l'exemple d'un pouvoir qui n'accepte pas le fait d'être soumis à des règles, donc qui ne respecte pas l'état de droit, ce qui entraîne toutes les dérives possibles et d'abord le libre cours de la violence. Certains pourraient me dire que de tels exemples ne se retrouvent pas dans des pays de vieille tradition démocratique, notamment chez nous en France. Et bien même chez nous, les exemples abondent de situations dans lesquelles l'état de droit est mis à mal. Je rappellerai à ce sujet des souvenirs anciens, douloureux, qui remontent à la guerre d'Algérie. Il me souvient que, jeune adolescent, j'avais été très touché par les propos d'un aumônier de lycée sur la guerre d'Algérie. C'était en 1957. Il nous présente un opuscule dont le titre était « Contre la torture », rédigé par Pierre-Henri Simon, académicien. Dans son manifeste, l'auteur dénonçait des pratiques de l'armée française qui ne faisaient que répondre par la violence à la violence des terroristes, sans respecter les lois de la République. Tout juste 10 ans après les drames de la Seconde Guerre mondiale, l'académicien critiquait l'État qui n'assumait pas ses responsabilités en fermant les yeux sur certaines pratiques inhumaines et en bafouant par là même l'état de droit. Voilà donc l'exemple d'un état de droit qui existait, mais qui connaissait des failles par la démission collective du pouvoir exécutif. Mais il peut également exister des situations dans lesquelles ce sont des représentants de l'État qui, individuellement, ne respectent pas l'état de droit. À ce sujet, je voudrais citer l'affaire dite des paillotes en Corse, en 1999, que j'ai vécue comme directeur général de la gendarmerie. Sans trop rentrer dans les détails, je rappelle l'essentiel des faits. Dans les années 90, plusieurs paillotes abritant des restaurants de plage avaient été construites illégalement sur le domaine public maritime. Un jugement de 1995 ordonne la destruction de la paillote chez Francis. Le 6 février 1998, le préfet de Corse, Claude Erignac, est assassiné par des indépendantistes. Un préfet à Poigne lui succède, qui en avril 1999 ordonne implicitement au colonel commandant la gendarmerie de Corse de détruire la paillote. L'affaire tourne mal. Le colonel me donne une version arrangée des faits en parlant d'un exercice qui s'est mal terminé. Puis les événements se bousculent. Découverte de l'implication des gendarmes, garde à vue du préfet et des gendarmes concernés, mise en examen, procès, condamnation dans un contexte de médiatisation extrême. Une véritable affaire d'État. On voit bien là l'exemple type du non-respect de l'état de droit par des serviteurs de l'État eux-mêmes qui ont délibérément choisi de s'affranchir de la règle à laquelle ils doivent être les premiers à se soumettre. Je voudrais maintenant évoquer la situation dans laquelle il existe un état de droit qui est respecté le mieux possible. Dans ce cas, l'État doit s'opposer à la violence des parties adverses dans un cadre légal. On sait que la violence s'oppose au droit et au règne de la loi. Cette violence peut alors être maîtrisée ou contenue par l'État qui dispose de la force. Car le droit n'étant pas contraignant par lui-même, on a besoin d'une force extérieure pour le faire respecter.
Et dans un État de droit, l'État dispose de la force dont les règles d'emploi sont définies et leur application contrôlée par des organes indépendants de l'État. Alors, en tant qu'ancien préfet, je pourrais citer de nombreux exemples de manifestations sur la voie publique dont l'objectif était de protester contre certaines situations ou certains projets de réforme initiés par l'État. Dans quelques cas, on peut pressentir des risques importants de violence. Pour prévenir cette violence, le représentant de l'État dispose de nombreux outils. Il a d'abord pour lui la loi et les règlements qu'il applique et qui en même temps le protègent. Je pense notamment à l'obligation pour les organisateurs de déclarer leurs projets de manifestation sur la voie publique. Je pense à l'impérieuse nécessité pour les services de l'État d'essayer de nouer le dialogue avec les responsables d'une manifestation. Le représentant de l'État aura également le souci permanent de ne pas humilier l'adversaire, de lui laisser toujours une porte de sortie sur le plan physique comme sur le plan moral. Une manifestation qui risque de dégénérer dans la violence, c'est un peu comme une cocotte minute qui, par construction, doit toujours comporter une soupape de sûreté. Pour illustrer mon propos, je peux relater 2 souvenirs tirés de ma vie administrative. Je pense d'abord à la grande manifestation des routiers qui ont bloqué pendant de nombreux jours toutes les routes de France durant l'été 1992. Il s'agissait pour les manifestants de s'opposer à l'instauration du permis de conduire à points. J'étais en poste à Nevers, fief de Pierre Bérégovoy, Premier ministre de l'époque. Le blocage de cette ville était donc fortement symbolique. La tension était vive. Quelques actes de violence contre des automobilistes s'étaient déjà déroulés. Mais je crois que nous avons pu éviter un développement de cette violence par le souci que j'avais eu de me rendre personnellement sur les barrages pour entretenir un dialogue avec les manifestants et leurs leaders. Un peu plus tard, je peux rappeler l'important mouvement de grève contre la réforme des retraites durant l'été 2003. J'étais alors en poste à Poitiers. Là encore, certains manifestants étaient tentés par la violence pour s'opposer au projet gouvernemental, car nous étions dans le fief d'un autre Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Mais là aussi, grâce au dialogue, grâce aussi à la présence de forces de sécurité importantes, les débordements avaient pu être limités et contenus. Mais avec le temps, les moyens de l'État, comme ceux des auteurs possibles de violences, évoluent et s'améliorent. C'est ainsi, par exemple, que les manifestations de l'été 2014 contre le projet de barrage de Sivens dans le Tarn montrent l'apparition d'un nouveau type d'opposants qu'on appelle zadistes, pour zone à défendre. Ces manifestants n'hésitent pas à utiliser toute forme de violence pour imposer leur volonté. De leur côté, les forces de l'ordre disposent de moyens toujours plus sophistiqués pour s'opposer au débordement. On sait que malheureusement, dans cette affaire de Sivens, un manifestant est mort, victime de l'explosion d'une grenade offensive lancée par les forces de l'ordre après sommation. En ce qui concerne le respect de l'état de droit, on peut également relever l'utilisation désormais systématique par l'État d'enregistrements vidéo des manifestations sur la voie publique. De tels enregistrements permettent aux autorités de suivre le déroulement d'une manifestation en temps réel, de calmer les ardeurs des manifestants qui se savent filmer et d'établir sans contestation les responsabilités en cas de déchaînement de la violence. Ces quelques exemples montrent bien que là où existe un état de droit, la violence peut être contenue, mais que cela nécessite pour l'État une vigilance permanente pour contrer les formes nouvelles de violence et pour toujours le faire dans le respect de la loi. Enfin, pour ne pas rompre l'équilibre toujours fragile entre l'état de droit et l'expression de la violence, examinons quelles peuvent être les mesures à prendre. Il paraît d'abord nécessaire de maintenir et de renforcer en permanence l'état de droit face à la tendance naturelle qui sera toujours de le réduire au nom d'une plus grande efficacité de l'État ou du respect des libertés individuelles. Ce renforcement doit se faire d'abord par l'amélioration permanente des règles de droit en s'appuyant sur les expériences vécues.
Ces règles recouvrent aussi la Constitution elle-même, aussi bien que l'ensemble des lois et des règlements. À cet égard, on peut mentionner la dernière loi du 24 juillet dernier sur le renseignement, qui a été élaborée dans le cadre d'un assez large consensus. Les règles doivent être améliorées en permanence, mais elles doivent faire l'objet de contrôles par des instances indépendantes du pouvoir, tant pour leur élaboration que pour leur application. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a validé la majeure partie de la loi sur le renseignement, hormis 3 de ses articles qu'il a censurés. On peut également citer d'autres instances de contrôle, telles que le Défenseur des droits, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qu'on appelle la CNIL, ou les différents corps d'inspection et de contrôle de l'État, qui sont très nombreux dans notre pays. Enfin, l'État de droit est conforté par l'amélioration permanente des moyens de lutte contre les différentes formes de violence. Cela passe par la formation continue des personnels de l'armée, de la police, de la gendarmerie ou de tous les corps de sécurité. C'est également le cas de la justice qui a toujours le souci d'améliorer son fonctionnement au vu de son expérience. Cela passe également par la recherche d'une coproduction de la sécurité entre l'État, les collectivités territoriales et tous les partenaires concernés par la lutte contre la violence. Mais il ne suffit pas d'améliorer la cuirasse pour se protéger de la violence. Il faut dans le même temps agir pour émousser le plus possible le glaive de la violence. Comment le faire ? Ici, je ne veux pas empiéter sur les interventions de ceux qui vont me succéder, qu'il me soit cependant permis de dire que si l'on veut avoir une action sur le long terme, c'est au sein de la famille que l'enfant apprendra les règles de base du vivre ensemble, qu'il apprendra à maîtriser ses émotions et ses ressentiments, qu'il s'exercera peu à peu à la confrontation des idées et non à l'affrontement qui débouche sur la violence. Et puis il y a le rôle de l'école qui complétera cette éducation reçue au sein de la famille et que je ne développe pas ici. Je voudrais cependant signaler une démarche intéressante que nous développons à Apprentis d'Auteuil, où vous savez que nous accueillons, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, nous accueillons de nombreux jeunes en grande difficulté. Il s'agit de la création dans la classe d'un conseil des enfants qui établit chaque semaine un bilan de la semaine écoulée avec les plaintes sur ce qui n'a pas marché et des récompenses pour les faits à soutenir ou les conduites à soutenir. Cela est régi par un règlement intérieur et les enseignants sont garants du cadre. Quel est le résultat ? Eh bien, le résultat, c'est que, tout simplement, l'école est pacifiée, chaque classe est pacifiée. Et pourquoi ? Parce que les jeunes sont pris en compte individuellement, sont soutenus, sont responsabilisés et qu'ils voient exactement quelles sont les situations qui se sont déroulées, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui est à améliorer. Et il y a vraiment un climat de confiance qui s'instaure entre les jeunes eux-mêmes et avec les adultes qui les accompagnent. Je crois aussi à l'action des élus locaux qui peuvent jouer un rôle éminent pour développer le dialogue et le respect au sein de leur collectivité. Durant mon intervention, j'ai surtout évoqué l'état de droit face à la violence dans notre cadre national, même si j'ai cité au début la situation au Congo. Je ne veux pas oublier la situation dans l'ensemble du monde, notamment en ce qui concerne les relations conflictuelles entre pays. Je crois que si nous voulons faire œuvre utile pour améliorer l'état de droit et réduire la violence dans le monde, il faut d'abord agir chacun en ce sens chez nous. Je crois même que pour lutter contre la violence chez nous et dans le monde, il faut d'abord pacifier notre propre cœur, c'est-à-dire développer en nous la paix intérieure. C'est une condition sine qua non. Ceci dit, il faut rappeler le rôle des nombreux organismes internationaux qui œuvrent contre la violence dans le monde en cherchant à faire respecter un état de droit. Je veux citer l'ONU et ses différentes agences, les églises, les ONG, il y a beaucoup d'acteurs sur la scène internationale. Leur action est toujours perfectible pour éduquer, pour dialoguer,
pour conseiller, pour arbitrer. Leur mode d'action s'apparente à ceux qui sont utilisés dans un cadre strictement national. Et dans le cas de pays en conflit, qui sont tentés de résoudre leurs différends par la violence, il s'agit chaque fois de parler à égalité avec les différentes parties, de ne jamais humilier, de faire œuvre de réalisme et de dégager des compromis dans le respect de l'état de droit, toujours. Les situations que nous présente l'actualité nous montrent que beaucoup de progrès sont encore à faire dans ce domaine. Au terme de mon intervention, je veux vous redire ma conviction selon laquelle, dans nos sociétés contemporaines, il ne peut pas y avoir de paix et d'harmonie sans état de droit. L'état de droit constitue un véritable rempart à toutes les formes de violence qui sont de plus en plus sophistiquées, intenses et imprévisibles. Mais pour que l'état de droit joue pleinement son rôle, il faut qu'il soit sans cesse conforté face à une violence qui ne peut être jugulée que par l'éducation, dispensée par la famille, par l'école et par la collectivité dans son ensemble. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de visiter à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine une très belle exposition sur le vitrail contemporain. J'ai vu la présentation du vitrail de l'Apocalypse réalisé par l'artiste allemand Georg Ethel pour la collégiale de Romans dans la Drôme. On y voit en haut Dieu qui accueille dans la Nouvelle Jérusalem les hommes souffrants. En bas, c'est l'enfer, avec 3 mots que sont l'argent, la violence et la mort. On y voit les diables qui mangent le mal sous toutes ses formes, et notamment des pistolets qui représentent la violence. Puissions-nous agir là où nous sommes pour éradiquer la violence et nous préparer à gagner la Nouvelle Jérusalem où le Seigneur nous accueillera un jour. Je vous remercie. Tous aujourd'hui, nous sommes un peu inquiets face à cette montée de la violence que nous observons chez la jeune génération, en particulier sur les territoires que nous qualifions de sensibles. Souvent, nous avons tendance à cibler les jeunes comme étant auteurs de cette violence. N'oublions jamais qu'ils en sont les premières victimes. 80% des actes de violence commis par les jeunes le sont à l'encontre d'autres jeunes. Ces phénomènes de violence peuvent observer avec plusieurs angles de vue, celui du juriste, du médecin, du psychologue, du sociologue, du politique. Permettez-moi de développer ici le point de vue d'un éducateur, œuvrant depuis 35 ans auprès de jeunes de quartiers qualifiés de sensibles, dans la banlieue parisienne, à Chanteloup-les-Vignes, puis à Argenteuil, et dans la banlieue lyonnaise, sur le territoire de Vaux-en-Velin, ces cités qui ont été animées par des phénomènes de violence collective au début des années 90 et lors de l'automne 2005. Et puisqu'il me semble que la spécificité du discours de l'éducateur réside dans l'articulation avec son champ de pratique, permettez-moi juste 2 mots de brève présentation de cette association Le Val d'Ocaux, fondée en 1995 sur la dalle d'Argenteuil, une cité qui avait été traumatisée par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. Association née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. Et au Val d'Ocaux, nous nous proposons de rejoindre l'enfant et l'adolescent dans ces 3 champs de vie que sont la famille, l'école et la cité, alors que le travail social classique est un peu cloisonné. Le maître mot de l'action du Val d'Ocaux, c'est le mot de médiation, famille, école, cité, tenter de créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de l'enfant, car il me semble que le premier droit de l'enfant, à l'orée du XXIe siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur son itinéraire de croissance. J'ai souvent pu établir une corrélation entre la violence de l'enfant et de l'adolescent et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent sur son itinéraire de croissance. Je commencerai dans un premier temps à rappeler que la violence constitue en fait la manière naturelle de régler un conflit A en conflit avec B, vous supprimez B, il n'y a plus de conflit. Que la violence, c'est la manière naturelle d'exprimer sa colère. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix, la capacité d'établir une relation pacifique avec celui qui est en désaccord.
Comme le dit Comte Sponville, penser la violence, ce n'est pas s'étonner qu'elle existe, puisqu'elle est naturelle et inévitable, c'est s'étonner qu'elle recule parfois pour laisser place à la paix, à la concorde, à la douceur. J'entends aujourd'hui tellement de parents, d'instituteurs, d'animateurs me dire « Mais que se passe-t-il dans notre société ? Les enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. » J'aime répondre « Le bébé du XXIe siècle ne naît pas plus violent que le bébé du XXe. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. » Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est d'abord un problème d'adultes. La question que nous devons nous poser, c'est comment se fait-il que notre génération d'adultes soit aujourd'hui un peu plus en difficulté pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration chez l'enfant qui grandit, car gérer la frustration, ce n'est pas inné, pour effectuer l'apprentissage de la maîtrise de l'agressivité pour qu'elle ne se transforme pas en violence. Une mission importante de l'éducateur, c'est d'apprendre à l'enfant à maîtriser ses pulsions pour qu'elles ne se transforment pas en violence. Le problème central, c'est donc celui de l'éducation. Telle était l'intuition de Jean Bosco, ce prêtre éducateur des faubourgs de Turin, dont nous fêtons le bicentenaire de la naissance, qui sut décoder les phénomènes de violence qu'il observait comme symptômes de la faillite de l'accompagnement éducatif. Et aux autorités italiennes, qui ne cessaient de dire « ces gamins viennent des campagnes, arrivent dans la ville et développent des comportements monstrueux, une seule solution, enfermons-les ». Et je commence à réentendre ce type de discours au cabinet des ministres de l'Intérieur et de la Justice, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique. Jean Bosco de dire « non, ce qu'il faut, c'est retrousser les manches et les éduquer ». Nous savons aujourd'hui la faillite du programme des centres éducatifs fermés. Certains ont dû fermer, puisqu'on est dans l'incapacité de gérer la violence de jeunes violents que l'on enferme. Et j'aime rappeler la pointe du discours de Don Bosco en 1883, lors de son voyage triomphal en France. « Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. » Pertinence prophétique de ce grand éducateur, si nous tardons à donner une perspective d'avenir à chaque jeune de notre société, quelle que soit son appartenance culturelle, ethnique, religieuse, ne nous étonnons pas alors qu'il commence singulièrement à mettre à mal nos institutions. Vous connaissez l'ampleur du problème français du chômage des jeunes. Ce problème du chômage n'est pas un problème d'ordre économique. Le problème du chômage est un problème d'ordre économique. Mais le fait d'avoir un taux de chômage des jeunes qui soit le double du taux de chômage des adultes, c'est un scandale franco-français que nous partageons avec quelques pays de l'Union. Chez nos amis allemands, le chômage des jeunes est 3 points supérieur au chômage des adultes. Lorsque vous savez que la caractéristique d'un quartier sensible, c'est le taux de chômage est le double de la moyenne nationale, on est à 21-22%, que la même règle s'applique en termes de taux de chômage des jeunes, on arrive à 44-45%, près d'un jeune sur 2, au summum de sa forme physique, morale, intellectuelle, condamné au désœuvrement. N'allons pas chercher ailleurs la cause de nos grands soucis. Regardez ces phénomènes de violence en éducateur, ce sera le deuxième point de mon propos, nécessitent de commencer par s'arrêter sur ce que peut signifier le recours à la violence pour l'enfant et pour l'adolescent. Car on ne peut réagir de manière pertinente à une conduite que si on en comprend le sens. Tel est un peu le fil rouge de l'action éducative que je mène avec les équipes du Val d'Occo. Quel que puisse être le comportement d'un jeune, aussi stupide, aussi inadapté nous paraît-il de prime abord, le jeune a toujours ses raisons de l'adopter. Je ne dis pas qu'il a raison, il peut avoir tort, car il se fait du mal, il fait du mal aux autres. Mais il a ses raisons. Et tant que l'éducateur ne décrypte pas le champ de ses raisons, c'est la réaction de l'éducateur qui risque d'être stupide, inadaptée ou déviante. Et il me semble que si nous patinons tellement aujourd'hui dans la question de la prévention et de la régulation de la violence, c'est parce qu'on ne sait pas bien faire la différence entre 3 types de violence dont la signification n'est absolument pas la même. La violence peut d'abord être le mode d'expression d'un mal-être, d'un mal-vivre. 30 années de pratique du métier d'éducateur spécialisé m'ont fait découvrir que derrière le plus violent se cache souvent le plus souffrant. Le jeune bien dans sa tête, à l'aise dans ses baskets, ne se posant pas de problème identitaire, installé dans un projet d'avenir, n'utilisera pas cette forme de violence. Elle sera beaucoup plus le fait de ceux qui ne se sentent pas reconnus, qui souffrent de se sentir rejetés. Derrière la violence se cache souvent un fond d'insécurité. N'oublions pas que les quartiers où règne la plus grande insécurité sont aussi les quartiers où les jeunes sont le plus insécurisés quant à leur avenir. Notons enfin que très souvent, le jeune qui recourt à la violence
est celui qui ne dispose guère de mots pour traduire ce qu'il ressent. Chaque fois que je rends visite à des mineurs de la cité incarcérée, je suis étonné de la pauvreté de leur vocabulaire. Et nous savons qu'il existe 3 registres dans le langage. Le langage constatif, par lequel je décris l'environnement, le langage performatif, qui est celui de l'action, et le langage émotif, par lequel je suis capable d'exprimer ce que je ressens. Ces 30 années de pratique du métier d'éducateur m'ont fait découvrir que bien souvent les jeunes les plus violents sont des handicapés du langage émotif. Ayant de telles difficultés à mettre des mots sur leurs ressentis, ils ont tendance à utiliser la violence comme une sorte de langage en acte. Et rappelons-nous que dans la culture de la cité, la seule manière pour un garçon d'exprimer qu'il ne va pas sans se mettre en danger, c'est de casser et d'agresser. Car s'il se mettait à pleurer, et croyez-moi, bon nombre d'histoires de casseurs sont des histoires à pleurer, s'il se mettait à prôler, aussitôt son image serait fragilisée. Deuxième type de violence, c'est la violence comme mode d'affirmation de soi. La violence peut aussi être utilisée comme mode d'affirmation de soi par des enfants, des adolescents qui ont la plupart du temps une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Les travaux de nos amis canadiens nous montrent que l'on peut toujours établir une corrélation entre le niveau de violence et la mauvaise estime de soi. Lorsque dans sa tête, on commence à penser que la seule manière de se prouver qu'on existe, c'est d'écraser l'autre, c'est que quelque part on est à la peine pour se faire reconnaître par ses propres talents et ses propres qualités. Ainsi, les plus violents dans le monde scolaire ne comptent pas parmi les brillants élèves, mais plutôt par ceux qui sont installés dans l'échec. Comme le soulignait Marie Choquet dans son étude de l'INSERM, les jeunes qui n'aiment pas l'école sont nettement plus violents que ceux qui y réussissent. On ne soulignera jamais assez combien l'échec scolaire, avec l'incontournable perte de confiance en soi et de reconnaissance familiale et sociale, est générateur de violence. L'agressivité exacerbée, avec son lot de destructivité, comporte une part de vie en constituant une sorte d'appel, de protestation. Par leur provocation incessante, les enfants, les adolescents, les jeunes de nos cités testent le degré d'intérêt que leur portent les adultes ainsi que leur niveau de cohérence. Enfin, la violence peut être un mode d'action. À la différence des 2 premiers types, que l'on peut qualifier de réactionnels, il existe un 3e type de violence qui, lui, est actionnel. Il s'agit d'une stratégie d'action qui va permettre d'obtenir soit un objet de raquette, soit du pouvoir par le chantage. Et il faut à ce sujet insister sur l'impact des images, télévision, jeux vidéo. Et le plus gros problème posé, c'est qu'elles présentent le plus souvent une violence sans souffrance. On ne voit ni la souffrance des victimes, ni celle de l'entourage des victimes. On parle beaucoup de l'impact de ces scénarios violents sur nos enfants et nos adolescents, mais rappelons-nous les histoires que nos arrière-grands-mères racontaient à nos grands-pères lorsqu'ils s'endormaient étaient d'une violence extrême. La petite fille se retrouvait avec un loup dans le lit de la grand-mère, et le loup était la plus horrible des bêtes de ce monde. Le petit garçon perdu dans la forêt était mangé par l'ogre. On ne voit même pas ce niveau de violence à la télévision. Mais ces histoires commençaient par « Il était une fois ». Et le « Il était une fois » séparait de manière nette l'imaginaire du réel. Le drame de la télévision, des jeux vidéo, c'est que c'est tellement bien fait, grâce aux progrès techniques, que l'imaginaire du metteur en scène a la couleur du réel. Et pour des jeunes qui n'ont pas accès à l'adulte, leur permettant d'établir la frontière entre ce virtuel et ce réel, une confusion peut parfois s'instaurer. Et vous savez que la grande différence entre le virtuel et le réel, c'est la place de la souffrance. Dans le virtuel, il n'y a pas de souffrance. Dans le réel, la souffrance est là. En tout cas, combien il est important, ce que je ne cessais dire aux politiques lorsque je travaillais avec eux, de savoir décoder, même lorsque l'on prend les événements de l'automne 2005, les violences urbaines à Clichy, mode d'expression d'un mal-être de jeunes qui ont perdu leurs copains, est très différent des violences urbaines d'Argenteuil, provocation d'un ministre de l'Intérieur venu inaugurer un commissariat de police, est très différent ensuite de la violence dans les autres cités, où effectivement ces jeunes voulaient faire parler d'eux grâce aux médias. Et combien il est important d'avoir toujours en tête cette grille de lecture si nous voulons essayer d'établir une réponse pertinente et cohérente. Alors, 3e volet de ma réflexion, comment prévenir et réguler la violence pour bâtir la paix. Comprendre la signification de la violence ne doit jamais signifier l'excuser. Tels actes sont intolérables. Mais doit permettre de construire des réponses pertinentes. Aussi, je dégagerai 3 grands axes pour la mise en place d'une véritable politique de prévention et de régulation de la violence dans nos cités. Le premier, c'est favoriser l'écoute et développer l'expression. La violence naît souvent lorsqu'on a l'impression de ne pas être écouté, que la communication ne fonctionne pas. Lutter contre la violence, comme vous le disiez dans votre introduction, Madame la Présidente, c'est apprendre à s'écouter mutuellement,
à permettre à l'autre de dire ce qu'il ressent. Chaque fois que l'on développe un climat d'écoute, on fait reculer la violence. Et l'important, c'est de favoriser l'expression. Jean Bosco donnait comme premier conseil à ses éducateurs qu'on leur laisse ample liberté de sauter, de courir, de faire la musique, de faire du théâtre. Chaque fois que l'on permet à un enfant de mettre des mots, de mettre des sons, de mettre des couleurs, de mettre des gestes sur ce qu'il ressent, on fait reculer la violence. Combien il est important que l'école puisse permettre de développer ce langage émotif, le verbe contre la barbarie, pour reprendre une expression d'Alain Bentolila. Comme j'aime à le dire aux politiques, la première dimension d'une véritable politique de prévention de la violence dans nos quartiers, c'est la dimension culturelle. En effet, qu'est-ce que la culture, si ce n'est le partage du langage émotif? N'oublions pas que les quartiers où règne la plus grande violence sont aussi les quartiers les plus défavorisés sur le plan culturel. Deuxième piste, il s'agit de valoriser le jeune et d'apprendre, nous adultes, à se distancier. Souvent, en mode d'expression d'un mal-être, la violence est aussi à considérer sous l'angle de l'affirmation de soi. Prévenir la violence passe alors par la valorisation du jeune, car ce sont toujours les jeunes accumulant les situations d'échec qui sont les plus provocateurs. Valoriser le jeune ne signifie pas, bien sûr, bénir tous ses comportements, mais s'il est un mot que j'utilise jamais dans mon vocabulaire d'éducateur spécialisé, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Parce que qu'est-ce qu'un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Telle est la définition. Le drame dans la tête des gens, c'est que cela devient très vite un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. On fait du délinquant une sorte de catégorie de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Qu'y a-t-il de commun entre l'adolescent de 17 ans qui subtilise la carte bleue de sa voisine et l'adolescent de 17 ans qui agresse sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois aucun trait de personnalité commun. Et je dénonce un peu tous ces articles qui paraissent parfois sur les jeunes délinquants et cette manière parfois de la justice de regrouper tous ces jeunes dits délinquants dans des structures uniques alors qu'ils sont éminemment différents et que l'on ne peut pas prendre en charge de la même manière un jeune braqueur ou un jeune agresseur sexuel. Chaque fois que l'on confronte un enfant à une difficulté, je crois qu'il est important de le rassurer sur sa capacité à progresser, de ne jamais le stigmatiser à partir d'un comportement ou d'une performance de l'aujourd'hui. Alors, face à la provocation de certains jeunes, comment réagir en adulte? Deux attitudes me paraissent à proscrire. Soit répondre dans le même registre de la violence, car dans ce cas, on laisse l'initiative aux provocateurs, et c'est l'escalade, soit s'abstenir de toute réaction. Parfois, les consignes sont données de s'abstenir de toute réaction, mais on risque alors de pousser l'autre qui agit pour être reconnu à l'escalade dans la provocation. La meilleure ligne de conduite consiste toujours à répondre dans un autre registre. Il s'agit d'apprendre à se distancier, et l'humour peut se révéler efficace. Une telle distanciation n'est pas toujours facile à opérer lorsqu'on est en relation conflictuelle, car n'oublions pas que la relation duel est potentiellement dangereuse. Car en cas de conflit, elle a toujours tendance à dériver en un ou toi ou moi. Et comme d'ordinaire, chacun choisit moi, l'adulte défend son statut, le jeune défend sa volonté de s'affirmer, l'issue devient la violence. La relation trine permet toujours une meilleure régulation, car elle permet la résolution du conflit dans un « et toi et moi ». Tel est le rôle de la médiation. Le développement de la médiation sociale me paraît aujourd'hui la piste la plus importante à développer. On l'a vu dans les collèges, former des élèves médiateurs à la gestion des conflits. On l'a vu dans les transports publics. Regardons les études de la SNCF, former des agents de médiation qui œuvrent dans ces zones où des gens vivent de manière concentrée, produit toujours des effets. Enfin, par rapport à la violence mode d'action, bien sûr, là, il faut sanctionner. Face à la tentation pour les jeunes d'utiliser la violence comme mode d'action, une seule réaction s'impose, lui interdire fermement cette voie. Rien ne doit pouvoir s'obtenir sous l'effet de la violence. Le seul moyen de lutter contre le racket, c'est de sortir de la loi du silence. Les jeunes ont grand besoin de rencontrer aujourd'hui des adultes qui soient fermes, mais fermeté ne doit jamais signifier fermeture. Il doit toujours s'agir d'une fermeté ouverte au dialogue. La sanction fait partie de l'éducation. Il s'agit de responsabiliser le jeune en le gratifiant pour ses contributions. La sanction de bonnes études, c'est la réussite à l'examen. Et en cas de transgression, en lui permettant de réparer les effets. Il est des sanctions répatrices.
Ne pas sanctionner, c'est déresponsabiliser. Il faut aujourd'hui réhabiliter la sanction d'un point de vue éducatif. Je choisis à dessein ce terme de sanction et pas celui de punition, car on a parfois tendance à confondre ces deux notions. C'est quoi la grande différence? C'est qu'on sanctionne un acte alors qu'on punit une personne. La punition est souvent humiliante, alors que la sanction doit être responsabilisante. Pour être véritablement éducative, il me semble que la sanction doit répondre à un double critère. Tout d'abord, un critère de pertinence. Il doit exister un lien visible pour l'enfant entre le contenu de la sanction et les effets de la transgression. Et puis un critère de cohérence. L'importance de la sanction doit être corrélée avec la gravité de la transgression et non, comme c'est trop souvent le cas, avec la gravité de l'état de colère de celui qui sanctionne ou avec la gravité de l'état de pensée de l'opinion publique. Combien il me paraît important pour sanctionner de bien comprendre les mécanismes. Vous savez, nous avons assisté depuis une trentaine d'années à une véritable évolution de la délinquance juvénile. Jusque dans les années 80, nous avions une délinquance essentiellement utilitaire. Le vol avec violence. À côté de cette délinquance qui continue d'exister et alimente nos réseaux parallèles, il est un autre type de délinquance qui ne rapporte rien aux jeunes. Le jeune qui incendie une voiture, le jeune qui casse un abribus, ça ne lui rapporte rien. C'est une délinquance que je qualifie de symbolique. Et nous sentons bien que dans ces cités, une partie de la délinquance a changé de signification, alors que les réponses policières et judiciaires sont restées les mêmes. Réponse tout à fait adéquate par rapport aux délinquances de type utilitaire, mais on le voit aujourd'hui dans tous les débats qui animent la société. Peut-on traiter de la même manière le braqueur qui va braquer une banque et celui qui ne maîtrise pas sa colère et va poser des actes de violence sous l'effet de cette colère? Il est temps de conclure. Pour conclure, je commencerai par rappeler que la réalité est toujours plus complexe que le discours. Et que si j'ai pu, dans le discours, distinguer ces trois formes de violence, elles peuvent, dans la réalité, être mêlées. Aussi faut-il toujours articuler écoute valorisante de la personne et réactivité ferme par rapport aux actes posés. Telle est, à mes yeux, la posture éducative la meilleure pour prévenir et réguler la violence. Il nous faut sortir de cette opposition factice, entretenue souvent par le milieu politique, entre adeptes d'une seule prévention qui pourrait conduire à un laxisme face à certains actes posés et adeptes de la seule répression, souvent irrespectueuse des personnes. Je pense que la sanction intelligente peut être un formidable outil de prévention. Et puis, deuxième réflexion, ce sera une réflexion finale, j'insisterai sur l'importance, surtout pour les adolescents, du regard porté par le groupe. Bon nombre d'entre eux, à cet âge, opèrent dans le cadre d'un groupe. Le regard désapprobateur porté par un groupe sur l'acte violent assure un effet calmant. Par contre, si la pose de cet acte donne à l'auteur un crédit dans le groupe, l'effet sera amplificateur. Tel est le drame de la jeunesse dans ces quartiers où la culture de l'entre-père, de l'entre-jeune, a tendance à devenir de plus en plus prégnante et va jusqu'à envahir le champ de l'école. Et nous pourrions alors comprendre d'où vient le relatif échec de la politique de la ville. À mes yeux, il vient de son zonage. Nous avons conçu cette politique de la ville sous le mode de financer des actions menées dans les quartiers pour les gens des quartiers. Tout ceci n'a en rien enrayé la spirale de ghettoisation et tout ceci n'a en rien enrayé ce formidable développement de cette culture de l'entre-père, de l'entre-jeune qui anime nos quartiers. Voilà pourquoi il me semble qu'il nous faudrait véritablement sortir d'une politique des quartiers pour fonder une politique de la ville, que l'urgent, c'est de permettre à ces jeunes des quartiers de pouvoir en rencontrer d'autres, combien il me semble que l'éducation à la mobilité et l'apprentissage de la mixité sociale devraient, à mes yeux, constituer les deux piliers d'une politique de la ville que j'appelle de mes voeux. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, d'abord, c'est une tâche difficile que de parler après des intervenants qui ont autant d'expérience. Je ne suis moi-même qu'un tout jeune enseignant et donc je ne parle pas avec l'autorité de ceux qui viennent de me précéder. Et si j'ai mené cette petite réflexion qui me conduit devant vous ce soir, c'est précisément après
ma propre expérience d'enseignement, d'abord en zone urbaine sensible, puis dans un certain nombre de ces établissements dits effectivement difficiles de notre République, de ces établissements dans lesquels j'ai rencontré ceux que précisément j'ai tenté d'appeler les déshérités, parce que peut-être ces jeunes ont été privés de l'héritage le plus décisif qui soit, qui n'est pas simplement un héritage accessoire, celui d'un acquis, mais quelque chose qui touche à l'essentiel, qui touche à notre être propre et dont, en étant privés, nous perdons la possibilité avec lui d'accéder à l'accomplissement de ce que nous sommes. Je vais, dans mon propos qui sera bref, peut-être traverser les deux dimensions qui ont été évoquées ici, celle de l'état de droit aussi bien que celle de la relation sociale qui s'établit à l'intérieur de la vie en société. Et peut-être pour commencer, disons que il s'agit pour moi d'inverser l'ordre d'une culpabilité qui a longtemps pesé sur les éducateurs. Vous présentiez mon propos comme celui d'une dénonciation, mais la dénonciation a longtemps été celle d'une violence qui viendrait de la culture elle-même. C'était celle que portait par exemple Pierre Bourdieu il y a 50 ans de cela exactement, dans un livre marquant qui s'appelait Les Héritiers. Dans Les Héritiers, Pierre Bourdieu affirmait que la transmission de la culture qui s'opère à l'école est d'abord l'occasion d'organiser une ségrégation sociale qui ne dit pas son nom, de reproduire des privilèges tout en les légitimant. Et cette vision de l'école conduisait Bourdieu à affirmer que l'éducation est tout entière un acte de violence, que l'éducation c'est de la violence. Bourdieu écrivait de manière extrêmement explicite que l'acte éducatif est un acte de violence et ne saurait être autre chose qu'un acte de violence qui vient priver un enfant de sa liberté en lui imposant les codes, les rites, les préjugés, les a priori, les principes et les valeurs du milieu social dont il est issu. L'éducation décrite comme violence est précisément ce dans quoi nous avons conçu notre propre système scolaire aujourd'hui, avec la passion, avec le désir passionné de conserver le plus possible la liberté de ceux qui allaient nous suivre, la liberté des générations à venir. Et j'ai été très frappé comme jeune enseignant, comme beaucoup de mes collègues, de constater à quel point le cœur de notre formation était centré autour de l'interdiction, de la transmission d'un savoir, ou en tous les cas de la volonté tendancielle d'éviter au maximum que l'école ne soit la transmission, c'est-à-dire l'imposition d'un savoir à la génération qui vient. On le voit encore dans la récente réforme du collège qui est inspirée, là encore, de cette vision, ce qui est perçu comme une occasion d'aliénation, de coercition pour l'élève, c'est-à-dire par exemple la pratique du cours magistral, réputé coercitif et ennuyeux, eh bien, doit être remplacée par des activités pratiques dans lesquelles les élèves vont produire leur propre savoir. Et cette idée, nous la croyons accomplie, nous la croyons parachevée avec l'avènement de la grande utopie qui marque le discours éducatif contemporain et qui s'appelle Internet, puisque maintenant, grâce au numérique, nous en sommes convaincus, il n'est plus du tout nécessaire d'infliger à ceux qui nous suivent un savoir qu'ils apprendraient par cœur. Ils pourront aller chercher directement sur Internet toutes les données accessibles pour eux, sans avoir à passer par la médiation d'un adulte, sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un adulte. Pendant quelques décennies, donc, l'école a dû répondre à cette accusation, à ce procès qui lui était fait, et non pas seulement l'école, mais tous les lieux de transmission, tous les lieux de médiation, et je pense évidemment à la famille en particulier. On se souvient de cette petite phrase d'un précédent ministre de l'Éducation nationale qui affirmait qu'il faut arracher l'enfant aux déterminismes familiaux, c'était dire que la famille, comme lieu de transmission, est elle aussi un lieu de coercition, un lieu de déterminisme, un lieu d'aliénation. Je crois que cette vision était inspirée par une générosité très profonde, par la volonté, encore une fois, de conserver le plus possible la liberté de ceux qui nous suivent, par la volonté de faire en sorte que l'autorité éducative soit le moins synonyme possible d'aliénation ou d'enfermement pour l'enfant. Et vous l'avez rappelé, c'est l'une des grandes équations qui structure le débat contemporain. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Préfet, cette équation qui oppose d'un côté l'autorité de l'État, par exemple, ou l'autorité de l'adulte à la liberté de celui sur lequel cette autorité s'exerce. Cette équation qui est pensée comme si l'autorité était autant de prix et de retiré à la liberté de celui qui en est, selon qu'on voudra le décrire, le bénéficiaire ou bien la victime. Je crois que cette conception, précisément, fait l'impasse, dans sa générosité très réelle, malgré tout, fait l'impasse sur la réalité de ce qu'est la culture. Et nous le comprenons très bien à partir de l'éclairage que vous venez de nous donner, mon père, si nous nous rappelons précisément que chez l'homme, eh bien, précisément, l'humanité n'est pas naturelle. C'est quelque chose d'assez curieux et qui peut-être marque en profondeur l'expérience humaine, que chez l'homme, vous le disiez à l'instant, la paix n'est pas naturelle, la concorde n'est pas naturelle, la convivialité n'est pas naturelle. Pour le dire en d'autres termes, chez l'homme, la plénitude de l'humanité n'est pas naturelle. Ou pour le dire
autrement encore, chez l'homme, l'accomplissement de sa nature, l'accomplissement de notre nature, l'accomplissement de la plénitude de notre humanité n'est pas immédiate. Précisément, elle est toujours l'effet d'une médiation. Et cette médiation, c'est ce que nous pouvons appeler la culture, dans le sens le plus général que l'on peut donner à ce terme. La nature de l'homme, dans son immédiateté, ne le prédispose pas nécessairement à la paix, comme la nature ne prédispose pas nécessairement le vivant à la paix et à la concorde. Pour le philosophe Thomas Hobbes, comme vous le savez, dans l'état naturel de l'homme, l'homme est un loup pour l'homme. Et en l'absence précisément de toute autorité, eh bien, nous basculons de nouveau dans les brèches de cet état de droit que vous nous avez décrit, dans toutes les brèches, dans toutes les failles de l'autorité, nous basculons de nouveau dans le règne de la violence. Comment constater plus simplement que l'accomplissement de notre humanité a toujours une condition préalable et que cette condition, c'est une médiation, c'est la médiation d'une autorité et que la première de ces autorités, c'est l'autorité de la culture. Parce que la culture, c'est vrai, ce qui pour nous fait autorité. Et prenons par exemple la première figure de la culture sur laquelle je voudrais concentrer maintenant mon discours. La première figure de la culture, c'est-à-dire la langue. Car la langue est un produit culturel. Et la langue, évidemment, comme tout produit culturel, fait autorité. Roland Barthes, dans son cours inaugural au Collège de France, à quelques centaines de mètres d'ici, Roland Barthes commençait son enseignement par cette affirmation péremptoire « La langue est fasciste ». Pourquoi la langue est-elle fasciste ? Parce que quand vous étiez petit, on vous a obligé à parler une langue. Vous n'avez pas choisi votre langue. On vous a imposé une langue et vos parents, dans une espèce d'arbitraire parfaitement inconscient et dépourvu de scrupules, vous ont imposé comme par hasard leur propre langue, qui est ainsi devenue votre langue maternelle. On vous a donc imposé cette langue. Vous auriez pu vouloir en parler une autre, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Cette langue vous avait été imposée précisément sans discussion. Et apprendre à parler une langue, c'est, vous vous en êtes très vite rendu compte, apprendre à bien la parler. Parce que dans toutes les langues, il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Vous avez donc dû, dès votre plus jeune âge, vous plier à cette discipline de la langue. Vous vous êtes rendu compte, pour avoir été parfois repris et parfois sévèrement repris, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et nous avons tous été parfois punis, sanctionnés parce que nous avions mal parlé. Et puis après, comble du traumatisme, vous avez été à l'école. Et parce qu'on vivait dans cette époque abominable où on n'avait pas encore inventé l'évaluation bienveillante, c'est-à-dire celle qui a remplacé les notes par des gommettes et des smileys, eh bien vous avez eu des notes et parfois même des mauvaises notes et vous avez eu du rouge sur vos copies. Et vous avez dû vous rendre à cette évidence absolue que apprendre à parler une langue, apprendre à écrire une langue, c'est plier son propos et sa pensée à chaque instant et même à chaque seconde à une infinité de règles d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, de règles complètement arbitraires, soit dit en passant. Il n'y a aucune espèce de raison pour laquelle on écrit chou avec un X plutôt qu'avec un S. Mais voilà, chou s'écrit avec un X et vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc vous avez dû vous plier à cette infinité de règles. Rendez-vous compte qu'à chaque fois que vous parlez, et non pas simplement à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous éprouvez une intuition, une émotion, une perception et que vous la formulez en vous-même avec des mots, eh bien vous pliez, vous contraignez cette intuition, cette pensée, cette idée, la plus personnelle qui soit, vous l'obligez à rentrer dans la discipline de cette langue qui s'impose à vous. La langue saisit tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous imaginez, elle est donc totalitaire, elle est fasciste. De telle sorte, écrivait Roland Barthes, et nous sommes au cœur de cette dénonciation de la culture, de telle sorte, écrivait Roland Barthes, qu'il ne peut y avoir de liberté qu'en dehors de la langue. Mais justement, le voilà, je crois, cet oubli fondamental, et nous en sommes aujourd'hui aux conséquences. Nous n'avons fait ce soir, peut-être en un sens, que parler des conséquences de cet oubli fondamental. Où se trouve cette liberté en dehors de la langue ? La question qui est posée est très simple. Est-ce que nous penserions plus librement aujourd'hui ? Est-ce que nous penserions plus par nous-mêmes ? Est-ce que même nous penserions tout simplement si nous n'avions pas reçu les mots pour penser ? Si nous n'avions pas sur notre route d'enfant rencontré une altérité pour nous transmettre cette langue, et même une autorité pour nous transmettre cette langue. Bien sûr, la langue est faite de conventions. Bien sûr, la langue est une construction humaine. Et comme toutes les constructions humaines, notre langue a ses pauvretés, ses limites, ses fragilités, ses défauts et ses complexités inutiles. Et pourtant, cette langue est peut-être le plus formidable cadeau que les générations qui nous ont précédés nous ont fait dans la maturation qui a été la sienne pendant des centaines d'années. Le plus formidable cadeau que les générations qui nous ont précédés nous ont fait pour apprivoiser notre propre expérience humaine. Parce que, et maintenant il suffit de tirer les fils avec ce qui vient d'être dit avant moi, et bien mieux que je ne saurais le faire, parce qu'il faut des mots, non pas simplement pour parler aux autres, mais il faut des mots même pour se reconnaître soi-même.
même pour se connaître soi-même. Il faut des mots pour apprendre à cultiver et à discerner les ressorts subtils de notre propre vie intérieure. Il faut des mots pour entendre l'écho de ce que nous vivons, de ce que nous percevons. Vous le disiez, maître, à l'instant, la violence trouve souvent son origine, et la psychologie, la psychanalyse évidemment nous l'apprennent, dans l'incapacité de poser des mots sur ce que nous avons vécu, sur les désirs que nous éprouvons, sur les traumatismes que nous avons éprouvés. La violence naît souvent de la fragilité du vocabulaire, de la pauvreté du vocabulaire. Et le drame, c'est que, par conséquent, en condamnant la culture au nom de la violence qu'elle était censée imposer aux enfants à qui nous la transmettions, nous avons provoqué un surcroît de violence absolument inédit. C'est là le scandale de l'école de la République française aujourd'hui, et n'ayons pas peur de mettre des mots sur la réalité, c'est un scandale objectif, parce que nous avons continué de transmettre, bien sûr, mais seulement dans les lieux où les familles exerçaient une pression suffisamment importante sur l'école pour qu'elle persiste dans son rôle. Dans tous les autres lieux, et notamment dans ces lieux où précisément les familles elles-mêmes déracinées avaient le plus de mal à transmettre, l'école a été jusqu'au bout de son programme et elle n'a pas transmis. C'est au moins une des chances du débat contemporain que nous soyons tous d'accord sur le diagnostic. La ministre elle-même l'écrivait dans une tribune parue dans Le Monde il y a quelques semaines de cela. À la fin de la classe de 3e, 23% des jeunes Français sont en grande difficulté dans la maîtrise de la lecture d'un texte simple. Aux journées de défense et de citoyenneté, nous constatons chaque année que un jeune Français sur 5, grosso modo, bon an, mal an, a des difficultés dans l'exercice qui consiste à déchiffrer un programme de cinéma. Comment voudrait-on que la société ne soit pas violente dans un monde où, précisément, la culture, dans ce qu'elle a de plus fondamental, nous n'avons pas su la transmettre, nous n'avons pas réussi à la transmettre, et peut-être, encore une fois, non pas par méchanceté, mais par une vraie générosité oublieuse de ce qu'est la médiation nécessaire de la culture, une société où nous nous sommes nous-mêmes refusés à transmettre la culture au nom de la liberté de ceux qui nous suivaient. Je crois que cette question, elle touche directement à la violence de la société contemporaine et elle touche directement à la question de l'état de droit comme remède à la violence. Parce que qu'est-ce que le droit, sinon précisément une construction langagière ? On se rend évidemment facilement compte du degré de violence d'une société dans laquelle il est difficile de lire un texte simple. En mesurant que, quand on a du mal à déchiffrer un panneau de signalisation, quand on a du mal à comprendre une consigne d'un exercice élémentaire, quand on a du mal à comprendre les étiquettes dans un supermarché, eh bien, on se sent naturellement isolé et désorienté. Mais évidemment, ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la relation de l'individu aux autres, ce n'est pas simplement la capacité de formaliser nos désaccords avec les autres pour les élaborer dans des mots, ce n'est pas simplement la capacité de passer par un autre moyen d'expression que la violence pour articuler notre liberté avec celle de nos semblables. Ce qui est en jeu, c'est aussi la faculté offerte à chacun d'entre nous d'être citoyen d'un pays, d'être participant de l'état de droit. Le droit est, je le disais, une production langagière. Le droit, c'est d'abord du texte. Le droit, c'est d'abord un ensemble textuel, et non pas simplement du texte, mais un système de texte, un système langagier. C'est là d'ailleurs ce qui distingue le droit. C'est précisément que c'est du texte qui fait système. C'est le problème de Hart auquel il s'agit de répondre, le problème posé par le positivisme juridique, comme vous le savez. C'est ce problème décisif que pose le philosophe Hart à l'univers du droit. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement la règle de droit de toutes les autres formes d'imposition, de toutes les formes de violence qui peuvent se faire jour dans une société ? Le droit, dit le positivisme juridique, dans sa version la plus classique, la norme juridique, c'est une prescription assortie de la menace d'une sanction. Pour le dire autrement, une norme juridique, c'est la déclaration du percepteur des impôts qui vient chez vous pour vous dire soit vous payez votre impôt, soit vous irez en prison. Parce que, vous le disiez à l'instant, il n'y a pas de sanction valide si elle ne il n'y a pas de norme de droit qui soit valide si elle ne s'accompagne pas de la menace d'une sanction. Il faut bien que la force de l'État vienne à l'appui des lois qui ont été décidées par la communauté. Mais maintenant, dit Hart, si la loi se définit par cette expression toute simple, un commandement assorti de la menace d'une sanction, qu'est-ce qui distingue le percepteur qui vient chez vous pour vous dire « payez vos impôts ou vous irez en prison » de la menace du bandit de grand chemin qui vous dit « la bourse ou la vie » ? Qu'est-ce qui distingue ces deux commandements, tous les deux assortis de la menace d'une sanction ? La meilleure réponse que nous puissions donner à cette question, c'est que précisément, vous le disiez à l'instant, le droit s'inscrit, monsieur le préfet, vous le rappeliez, dans une pyramide normative, dans une structure normative qui fait système. Ce qui fait que le percepteur est autre chose qu'un brigand de grand chemin, c'est que précisément, il est habilité par une loi qui précède l'acte du percepteur. Et ce qui fait que cette loi est valide, c'est qu'elle est précédée par une autre loi qui s'appelle la Constitution et qui régit le mode de production des normes à l'intérieur d'une société. Par conséquent, comprendre la différence
entre le commandement de la loi et la violence suppose de pouvoir entrer dans un univers langagier. Et quand cet univers langagier nous est étranger, quand nous en sommes expulsés par la pauvreté du vocabulaire, par l'absence de la faculté du langage, par la pauvreté dans la maîtrise de la lecture, eh bien nous sommes ramenés, même dans notre rapport à la société, à un pur et simple rapport de force. Les policiers ne disent pas autre chose qu'ils se plaignent dans un certain nombre de cités de n'être plus qu'une bande parmi d'autres, dans la perception de nombreux jeunes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que pour un jeune qui est expulsé par la pauvreté de la maîtrise du langage dont il est lui-même une victime et non pas un auteur, par cette pauvreté, eh bien le jeune se trouve nécessairement incapable de distinguer la force dont le policier fait acte au nom d'un État qui le précède, au nom de cet univers langagier qu'est le droit, de la force dont font acte d'autres bandes qui l'entourent et avec lesquelles il entre en rivalité. Pour le dire autrement, vous voyez, je crois que nous sommes là au cœur de la dimension très contemporaine de la violence que nous voyons traverser notre société. Évidemment, ne nous faisons aucune espèce d'illusion, la violence fait partie de l'expérience humaine et elle en fera toujours partie. Et vous avez eu raison de le rappeler naturellement, il faut le redire et le redire encore. Il est absolument impossible de rêver d'une société dans laquelle la violence n'existerait plus, dans laquelle la violence aurait totalement disparu. Parce que, et ça n'est pas le moindre mérite de la spiritualité, de la théologie chrétienne de le rappeler, eh bien la violence fait aussi partie de la nature humaine et d'une nature qui est blessée, d'une nature qui est marquée par l'ambivalence que constitue son désir du bien et en même temps son attrait pour le mal et sa capacité de faire le mal. La violence fera toujours partie de la condition humaine. Et il ne faut pas, de ce point de vue-là, évidemment, idolâtrer la culture. Maître, dans les conversations que nous avons pu avoir avant cette table ronde, j'ai eu l'occasion de décrypter votre introduction comme une sorte d'avertissement devant mon propos. Je reçois parfaitement ce que vous avez dit. Les hommes les plus cultivés du monde sont capables d'être violents. Les hommes les plus cultivés du monde sont capables de pratiquer la brutalité la plus innommable. Les peuples les plus cultivés du monde sont capables d'être barbares et de la façon la plus atroce qui soit même. Il est absolument certain que la culture n'empêchera jamais l'homme d'être violent, que la culture n'empêchera jamais l'homme d'être inhumain. Mais il est tout aussi certain que l'inculture empêche assurément les hommes d'être complètement humains. Et cela, pour le coup, c'est une certitude absolue et peut-être la certitude dont nous faisons malheureusement l'expérience répétée dans nos établissements scolaires. J'ai écrit ce petit livre, et je terminerai par là, peut-être pour rappeler son souvenir. J'ai écrit ce petit livre d'une certaine façon à la mémoire d'un jeune que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître, qui s'appelait Sami Tebi. Il avait 15 ans et ce jeune a été assassiné devant la porte de mon lycée 15 jours après ma première rentrée, devant la porte du lycée où j'avais commencé à enseigner, à coups de tournevis. Assassiné parce qu'il avait franchi une frontière imaginaire, une frontière complètement virtuelle qui sépare les deux grandes barres, les deux grandes cités du nord d'Asnières-sur-Seine, la cité du Luth et la cité des Courtilles. Il avait 15 ans. Et ce qui est très frappant dans cet événement, dans cet épisode, comme dans tant d'autres dont nous pouvons être les témoins et dont vous pouvez être les témoins, notamment ceux qui parmi vous exercent cette belle profession qui consiste à servir le droit à l'intérieur de notre société, eh bien précisément ce qu'il y a de particulièrement frappant dans cet événement, c'est le caractère totalement gratuit, déraisonnable, déraisonné, le caractère inarticulé de cette violence qui s'abattait sur lui, le fait que cette violence n'a aucune espèce de signification. Cette violence anomique, cette violence qui surgit de nulle part, c'est peut-être celle qui précisément naît lorsque la culture s'est effondrée, lorsque la culture n'a plus été transmise, là où la culture n'a plus été transmise, et c'est peut-être là où la culture n'a plus été transmise qu'il ne faut pas trop s'étonner de voir ressurgir l'autre de la culture, effectivement, c'est-à-dire la sauvagerie. La sauvagerie dont je rejoins parfaitement votre analyse sur ce point, ceux qui la pratiquent sont souvent, avant d'être les auteurs, avant tout les victimes, précisément parce qu'elle ne naît que sur un terrain qui a été préparé pour elle, ou plus exactement sur un terrain qui, laissé en friche, laisse libre cours à la pulsion, à la passion, laisse libre cours au tumulte et au chaos de nos instincts les plus primaires. Je crois que affirmer cela, ça n'est pas d'abord porter une dénonciation, ce serait absolument stérile que de se placer dans une posture de condamnation. Assurément, il faut que nous fassions notre examen de conscience, c'est une certitude. En même temps, le plus important n'est pas d'abord dans cet examen de conscience, le plus important c'est d'abord peut-être dans l'émerveillement que devrait faire naître en nous à nouveau la fécondité de ce qu'est la culture, de ce travail de la culture, qui fait naître la sophistication extraordinaire de ces structures, qui fait naître la sophistication de l'état de droit, de tous ces processus, de ces procédures par lesquelles nous apprenons à apprivoiser nos désaccords, par lesquelles nous apprenons à les élaborer pour en faire l'occasion d'une relation qui soit
autre chose que de la violence. Vous le disiez dans votre introduction, cher maître, vous citiez cette très belle parole de Lévinas qui nous dit que la conversation, c'est en soi la renonciation à la violence. Pour qu'il y ait conversation, n'oublions pas qu'il faut déjà qu'il y ait des conditions et que cette condition dont nous devrions nous émerveiller à nouveau, c'est la fécondité de la langue, c'est la fécondité de la culture, c'est la fécondité de cette parole commune qui nous met en relation les uns avec les autres et qui fonde à la fois la société et la cité dont Aristote disait que toute sa définition consiste à parler ensemble du bien et du juste, la cité qui fonde elle-même une amitié. Merci beaucoup pour votre attention.